Bien, eh bien, je vous propose de démarrer. Donc, bienvenue pour ce webinaire TESI dédié ce matin à la digitalisation de la relation locataire dans le cadre du logement social. Ce webinaire, on va vous le découper en deux, bon, même en trois parties. On va d'abord présenter les différents intervenants Tessie et Hublot, et puis vous présenter un petit peu le rapprochement stratégique de notre société. On continuera ensuite par vous présenter les différentes conclusions et les grands enjeux qui sont ressortis de notre enquête que nous avons menée en fin d'année dernière auprès des acteurs du logement social concernant cette digitalisation de la relation locataire et finalement les grands défis qui sont à relever et qui ressortent de cette enquête. Et puis, on terminera la session par vous exposer quelques solutions, quelques approches que nous pouvons vous proposer, Tessie et Hublot, pour vous accompagner dans cette transformation digitale de vos métiers au service d'une relation locataire fluide et j'ai envie de dire engageante. euh, Tout au long de l'année. Je vais commencer par présenter les intervenants, en commençant par Guillaume Ruel, qui est notre directeur de marché immobilier au sein de Tessie France et donc qui pilote toutes les activités liées à l'immobilier, que ça soit la partie habitat social, que ça soit la partie administrateur de biens, que ça soit la partie syndic, que ça soit la partie promotion immobilière. Donc bonjour Guillaume. Bonjour Romain, bonjour à tous. Et puis, nous accueillons également Flavien Douetto, qui est le CEO et cofondateur de la société et start-up Hublot, qui est donc notre partenaire aujourd'hui sur cette partie habitat social. Bonjour Flavien. Bonjour Romain et bonjour à tous, ravi d'être présent pour ce webinaire. Et puis moi-même, donc Romain Leformal, qui suis responsable marketing des offres immobilières chez Tessie France et qui a la chance de travailler étroitement avec Guillaume Avec Guillaume et Flavien. Bien, pour démarrer, je propose que très rapidement, on puisse vous présenter nos différentes sociétés, nos différentes activités. Je vais laisser la main d'abord à Guillaume sur la partie Tessie et puis ensuite Flavien sur la partie Hublot. Très bien, bah alors rapidement pour présenter Tessie, qui est un acteur aujourd'hui français spécialisé dans l'optimisation des processus métiers des entreprises. Donc bien souvent, on fait appel à nos services pour venir euh, externaliser un pan de son activité et on va voir que par rapport à l'immobilier, il y a un certain nombre de processus aujourd'hui qui sont en passe d'être externalisés à travers deux éléments bien souvent, soit l'externalisation au sens du service, c'est-à-dire qu'on va apporter de l'humain, une expertise humaine pour pouvoir prendre en charge ces processus métiers, que ce soit à travers l'accompagnement vers les entreprises vers le zéro papier, donc ça c'est le pôle plutôt digitalisation des processus documentaires, ou à travers la prise en charge de certains processus métiers, donc de certaines prestations qu'on va retrouver dans l'univers par exemple de la relation client ou dans l'univers de prestations plutôt back-office chez un certain nombre d'acteurs. Mais on vient également nous chercher du coup dans cette externalisation à travers plutôt de l'automatisation, donc la mise en place de technologies qu'on va venir intégrer et pour certaines qu'on va venir directement éditer. Donc aujourd'hui, Tessie intervient sur 4 grands secteurs d'activité. Le premier, c'est l'univers assurantiel. Le deuxième, c'est l'univers de la banque. Le troisième, c'est l'univers des secteurs publics et de la santé. Et le quatrième marché sur lequel Tessie est particulièrement présent, c'est l'univers de l'immobilier. Merci Guillaume. Flavien, quelques mots peut-être sur Hublot? Oui, donc Hublot, c'est un logiciel en SaaS à destination de gestionnaires immobiliers, donc ça peut être sur du parc public ou du parc privé. Et l'intérêt, c'est qu'on propose un logiciel qui s'intègre à d'autres outils, au travers donc d'un terme qu'on utilise souvent, qui est l'API qui permet de se connecter. Et concrètement, on va accompagner les bailleurs sur l'ensemble des étapes qu'on peut imaginer de la gestion locative au sens large, c'est-à-dire de la commercialisation à l'entrée des lieux, à la remontée des incidents. Et pour cela, on décline le logiciel en 3 grandes interfaces.
une première interface à destination du locataire, donc qui peut être déjà le candidat, une interface à destination du gestionnaire et une interface à destination de gens en proximité, donc qui peuvent être le gardien ou les prestataires, pour par exemple, réaliser, l'état des lieux. Et fondamentalement, ce qu'on essaye de faire, c'est, d'offrir un logiciel qui permet de décliner un ensemble de services et pour à la fin proposer une meilleure expérience de vie et de gestion dans l'ensemble des propriétés. Très rapidement sur le positionnement d'Hublot, on a un très fort axe au travers de ce qu'on appelle l'UX, donc l'expérience utilisateur. On essaye de rendre un outil qui est finalement métier fluide et beau. On croit beaucoup à la logique d'écosystème, c'est-à-dire de devoir ou en tout cas d'essayer de connecter un ensemble d'outils pour vous permettre d'avoir une expérience la plus fluide possible, également dans l'échange de données. Et fondamentalement, ce qu'on croit, c'est que, l'immobilier va évoluer vers une nécessité de monter en gamme en termes de services associés et en particulier du service client et que pour cela, il y a besoin d'un outil et on essaye, de créer un logiciel qui fait le lien avec l'ensemble, des intervenants, donc locataires, prestataires, en essayant d'avoir quelque chose qui est ergonomique et qui s'adapte aussi à vos outils. C'est-à-dire qu'on est en marque blanche et tout dernier point, c'est qu'on essaye d'apporter de l'automatisation. C'est-à-dire de faire en sorte que certains de vos processus habituels, prise de rendez-vous, template de préavis, même la gestion électronique de documents, se fassent de manière très fluide pour améliorer finalement la réactivité, de la gestion, immobilière. Merci, merci Fabien. On voit, hein, les finalement les similitudes, les liens qu'il peut y avoir entre nos 2 sociétés. Finalement, Guillaume, l'objectif de ce rapprochement, de ce partenariat, entre Tessie et Hublot, c'est sans doute, d'accompagner, la transition digitale des organismes HLM sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On aime bien dire chez Tessie, du front au back ou du back au front. Finalement, est-ce que la mission qu'on se donne, avec ce partenariat, c'est pas justement d'être capable d'optimiser, de fluidifier et de digitaliser l'ensemble de ces parcours et de ces processus? Si, alors, je sais pas, Flavien, si tu as précisé aussi quand est-ce qu'avait été créé Hublot, mais Hublot a été créé, au lendemain quasiment du covid. On y reviendra parce que c'est aussi un effet accélérateur certainement de ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer, dans l'univers de l'immobilier et plus particulièrement dans l'univers de l'habitat social, où on prévoit au cours des 7 à 10 années qui arrivent, plus de transformations qu'au cours des 30 dernières. Donc il y a un phénomène aussi d'urgence à accompagner cette transformation et on est persuadé, qu'en effet, ça va résider dans la capacité à faire appel, à un moment donné, aux bons services, aux bonnes technologies, aux bonnes solutions. Flavien parlait juste avant d'écosystème et on est vraiment convaincu que ça va passer par cette notion d'interopérabilité. C'est-à-dire que on pense résolument qu'il n'y aura pas un seul acteur qui sera capable de résoudre et d'accompagner toute cette transformation et qu'il va falloir se reposer sur un certain nombre d'acteurs, que ce soit des éditeurs ou des prestataires de services pour pouvoir accompagner cette transformation. Parce qu'on va le voir et c'est l'étude aussi, qu'on a menée qui nous rassure et qui nous conforte surtout dans cette approche, de pouvoir avancer, de manière, très itérative et vraiment en écosystème. Et c'est vrai qu'on est, voilà, ce partenariat avec Hublot, qui a été mis en place l'année dernière, nous permet aujourd'hui vraiment de digitaliser ces parcours résidentiels à travers du service et de la technologie. Et quand Hublot, a besoin de faire appel également à des technologies que Tessie est capable d'apporter pour pouvoir, encore une fois, avoir des processus les plus fluides possibles. Et juste pour compléter les propos de Guillaume, ce qui nous a largement rapprochés, c'est aussi la vision et comme l'a mentionné Guillaume, l'évolution du secteur. Hem, je suis persuadé que le secteur immobilier va connaître les mêmes évolutions que le secteur bancaire, avec un léger décalage dans le temps, parce qu'ils ont les mêmes éléments, on va dire le même terreau, d'évolution, c'est-à-dire un secteur, traditionnel qui doit faire évoluer son service client puisqu'il y a des nouvelles attentes de la part des utilisateurs et surtout une nouvelle évolution du service en termes de relation au logement qui a été encore plus accélérée avec la crise sanitaire et en tant que logiciel, on dit souvent qu'un logiciel, c'est qu'un élément de la réponse, c'est qu'un outil et qu'il faut, pouvoir intégrer cet outil dans un écosystème, dans des process
Et pour nous, c'était important de s'appuyer sur un acteur de référence, là-dessus et qui, proposait un écosystème au travers notamment du Baby Checker de Tessie. Et pour nous, c'est un moyen d'allier, des gens qui ont une longue expérience, du segment et essayer nous d'apporter, certains éléments nouveaux, puisque c'est vrai comme l'a mentionné Guillaume, Hublot est finalement relativement récent puisqu'on a été, créé en août 2020, donc après le covid et donc on est ravis de pouvoir s'associer à Tessie pour, proposer, ce qu'on espère être la meilleure expérience, à destination des bailleurs sociaux en particulier. Merci à tous les 2. Je vous propose de passer à la deuxième partie de ce webinaire, dédié, finalement aux conclusions, de notre enquête que nous avons, menée donc, en fin d'année dernière. Cette enquête, on a souhaité qu'elle soit, la plus proche possible, du terrain. C'est pour ça qu'on a été à la rencontre d'un certain nombre de dirigeants, de bailleurs. On a aussi, pu, au travers de ce partenariat justement, remonter, et bien identifier les problématiques, terrain au travers de nos rendez-vous, hein, qu'on peut, mener, avec, justement les différents organismes HLM et puis, Tessie, Hublot, c'est aussi, une soixantaine de bailleurs équipés de nos solutions, de nos services. Donc on a aussi, ce retour d'expérience aujourd'hui, du marché. Finalement cette, enquête, hein, Guillaume, elle a quelle en a été finalement la raison, l'essence? Pourquoi est-ce que Tessie, Hublot, se sont, lancés dans cette enquête et dans cette, finalement, recherche de ce qui se passe sur le terrain auprès des organismes HLM? Il y a plusieurs faisceaux qui nous ont amenés à conduire cette enquête. Alors déjà en termes d'expérience de Tessie dans l'univers de l'immobilier et de l'immobilier social, on a été assez présent à travers l'accompagnement qu'on a eu pour le JPCNE, sur les demandes des locataires dans le cadre du logement social. Donc on a une connaissance plutôt historique, du secteur. Ça, c'est un point important avec, en effet, tu évoquais une cinquantaine à soixantaine d'acteurs, que l'on accompagne. Au moment où on s'est posé cette question-là, il y a eu un élément qui est on parlait que c'est après le covid. En fait, le covid, on l'a toujours, mais en tout cas, on disait qu'on était dans une période sanitaire, dans une crise sanitaire qui était appelée à durer et une crise qui dure, c'est plus vraiment une crise finalement, c'est un nouveau mode de fonctionnement et donc on s'est dit qu'il y avait certainement dans ce nouveau mode de fonctionnement, un certain nombre de process et d'usages qui allaient être durablement modifiés. Et ça, voilà, ça nous a conduit à nous lancer dans cette enquête, puisqu'on avait vraiment, un certain nombre d'éléments qui nous disaient que les choses allaient changer. Bien entendu, au-delà de la crise sanitaire, on sait que les locataires qui sont également des clients, des citoyens, changent complètement, leur comportement à travers, entre autres, le digital qui donne quand même le «là» aujourd'hui de l'expérience utilisateur. On y reviendra, mais c'est un élément qui est particulièrement important, cette notion d'expérience utilisateur et puis, on voit aussi, l'apparition de certains modèles qui sont en train de changer à travers l'émergence de nouveaux acteurs. C'est au niveau de l'immobilier, et on le retrouvera à travers un certain nombre d'acteurs qui ont pu nous en parler. Et quand on voit, ces sociétés qui sont pour certaines des startups, pour d'autres des groupes qui commencent à être assez consistants, je pense entre autres dans l'univers de l'habitat social, par exemple Dalila, que beaucoup nous ont évoqué au niveau de la promotion, immobilière. Mais voilà, on voit l'émergence de certains modèles qui, nous incitent à un moment donné à donner des clés de lecture et à essayer d'arriver à, discerner ce qui est en train de se passer. Donc voilà, l'objectif, c'était vraiment d'accompagner, ce mouvement et d'essayer, non pas d'avoir une énième étude, mais plutôt une étude qui derrière permette aux acteurs de l'habitat social, bah, d'arriver à prendre des bonnes décisions, puisqu'il y a aussi cet élément-là qui est important dans, ce secteur, c'est le rapport au temps. On n'est pas sur un rapport au temps, qui est court, mais bien souvent, on est sur plusieurs dizaines d'années. Donc il y a un phénomène d'urgence à se transformer, mais en même temps avec des impacts dans le temps, qui sont appelés à durer.
Un point, qu'on évoquait par rapport à cette notion d'expérience utilisateur, je trouve que cette phrase qu'on doit à Anne-Sophie Grave, hein, qui est la présidente directoire de CDC Habitat, mais qui nous dit: «La révolution numérique est une révolution des usages qui suppose de remettre les attentes clients au cœur de la démarche, en co-construisant avec eux les parcours et solutions de demain». Elle l'évoquait au salon Digital Habitat. Alors, salon Digital Habitat qui fait son retour à, fin mars 2022. Mais donc elle l'évoquait il y a 1 an et ce qu'elle évoque est quand même très important sur, la place des clients dans, l'appréhension des stratégies. Donc de toujours se remettre le client, remettre l'utilisateur au cœur. On verra qu'avec, Hublot, on travaille beaucoup sur cette partie ergonomie et cette notion de parcours résidentiel, qui est au cœur, de nos convictions. Mais voilà, cet élément nous a conduit déjà à poser les bases sur quelles étaient les attentes finalement, des locataires par rapport à ces usages pour pouvoir appréhender aussi, les changements de demain. Et donc justement cette étude, encore une fois très très terrain, elle, comment a-t-elle été, construite? Et finalement quels en sont les grands constats? Alors le premier déjà, je te laisse compléter au fur et à mesure, Flavien, bien entendu, mais le 1er élément, c'est surtout qu'il y a une forte diversité, une forte complexité, du marché de l'habitat social. Ça ressort et bien souvent, ça ressortait comme étant des éléments de préambule, en évoquant le fait de ne pas les comparer, forcément entre eux. Donc certes, c'est une étude, qui a eu, pour point commun l'habitat social, mais il y a beaucoup de diversité en termes d'organismes et de structures entre les ESH, EPH, entre les zones rurales et les zones, plus tendues. Hem et c'est vrai qu'on a eu le plaisir d'interviewer, un peu plus d'une quinzaine de dirigeants, qu'on retrouvera, dans, le livre blanc, à travers leur verba team et ça a été une source vraiment, d'inspiration assez forte et qui met en évidence, voilà, cette diversité et puis aussi cette complexité que je commençais à évoquer. Une complexité qui est liée à la fois à la partie, espace-temps, qui est vraiment complexe et là-dessus, on retrouvera des parallèles avec des secteurs d'activité où la transformation a été longue du fait d'héritage, par exemple d'héritage SI ou d'héritage par rapport à, des structures qu'il est beaucoup plus complexe à faire évoluer, donc avec des notions d'accompagnement au changement et puis il y a aussi des contraintes réglementaires. On va vivre en 2022 une période présidentielle, donc avec forcément des changements gouvernementaux, au niveau de certains ministères et ça, on le sent aussi, que ça apporte de la complexité dans la manière d'appréhender la conduite du changement et les transformations qui sont devant nous. Et pour compléter ce que dit Guillaume, l'autre constat qu'on a pu voir, c'est au travers de la notion d'expérience client. Donc c'est un terme souvent qui est un peu, galvaudé et réutilisé, mais ce qui est assez clair, c'est que la manière d'échanger avec le locataire est en train d'évoluer de manière, drastique. On est passé dans une logique où la personne, certes, avait un toit et c'est à peu près tout, à une logique vraiment axée client, en disant qu'en fait la personne n'attend pas qu'un toit, il attend une relation et un ensemble de services associés. Et ça veut dire changer beaucoup de choses et c'est quelque chose qui est très profond. Et d'ailleurs, c'est pas seulement un sujet d'outils, c'est un sujet d'organisation et un changement assez fondamental, donc de changement également de process. Et ça se traduit sur pas mal d'aspects, mais ça peut se traduire par exemple de changer, d'avoir une approche où j'attends qu'on me sollicite pour donner une information, à passer à un mode d'organisation où je pousse de l'information pour anticiper certaines demandes, avoir quelque chose de mieux. Ça a aussi une implication sur la manière dont on construit les outils ou la manière d'échanger. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on se basait sur du papier, sur du téléphone. Maintenant, on crée des plateformes. Donc, il y a déjà une tendance de fond qui a été lancée. Je pense que maintenant, tous les bailleurs ont un espace locataire. Mais là, on s'aperçoit qu'on arrive à une première limite de ce modèle-là, c'est-à-dire certes, l'espace locataire, c'est sympa, mais si je ne peux pas remonter un incident, si je n'ai pas des informations sur ma résidence, si je n'ai pas des éléments, je suis un peu bloqué. Et pourquoi en fait ça arrive, ce blocage? Bah, c'est que quand on regarde notre vie de tous les jours, on a une évolution monstrueuse de l'expérience utilisateur. Quand j'utilise Netflix, quand j'utilise Spotify, quand je commence à télécharger SNCF Connect et je compare avec Trendline, je m'aperçois ce que c'est qu'en fait la difficulté de ne pas avoir un outil qui est conçu avec cette approche d'expérience utilisateur et d'échange, un peu simple.
Et c'est ça qu'on a aussi essayé de faire avec Tessie et Hublot, c'est de amener cette notion d'expérience utilisateur, pas uniquement au travers de mots ou d'approches conceptuelles, mais de le traduire sur le parcours concret des éléments. Et ce qui est, on va dire, le plus compliqué, c'est d'arriver finalement à traduire dans l'outil, mais également dans l'organisation, et finalement de faire évoluer l'ensemble du modèle, uniquement d'un modèle qui était, on va dire, usagé, à un modèle vraiment occupant avec des propositions de services, des services associés. Et ça, c'est un enjeu qui est organisationnel, humain et évidemment en partie technologique. Ce qui suppose aussi c'est vraiment ce qui est ressorti, mais de pouvoir passer d'un modèle qui était historiquement centré sur le logement, vers un modèle de plus en plus centré sur l'occupant. Pour les raisons qu'on vient d'évoquer avec Flavien, c'est-à-dire que si on remet l'utilisateur au cœur, du dispositif, le locataire en l'occurrence, on parlait d'organisation, mais du coup l'organisation nécessite de remettre l'occupant. Et d'ailleurs plusieurs nous disaient, si on va jusqu'au bout de l'exercice, c'est pas qu'un sujet de relation, locataire au sens aujourd'hui de l'organisation, où c'est plutôt, la gestion de la direction client ou de la direction de clientèle qui gère cette partie-là, mais ça on remonte même sur la notion de promotion, immobilière, sur la construction des logements, où on va retrouver la nécessité de remettre l'occupant au cœur. On y reviendra entre autres à travers le développement de certains modèles, serviciels qui sont en train d'éclore sur l'univers de l'habitat social. Par rapport à ce modèle du coup centré sur l'occupant, il y a forcément un défi technologique qui est à relever, hein. Si on veut se montrer très pragmatique, c'est qu'aujourd'hui les modèles existants, sont plutôt des modèles centrés sur le logement, je l'évoquais, donc sur du quitancement. Et donc il y a vraiment, là-dessus un enjeu de transformation technologique pour pouvoir être en mesure de faire évoluer les architectures pour pouvoir gérer ces interactions avec les clients et pouvoir améliorer derrière, bien entendu, cette notion de qualité de service. Donc il y a cette notion d'architecture et puis il y a cette notion qui nous tient particulièrement à cœur chez Hublot et chez Tessie, c'est la notion de données. En effet, on a parlé beaucoup, hein, dans l'univers du logement, de la partie BIM, par exemple, donc encore une fois très centré sur le logement. Mais finalement, il y a un enjeu aussi, très stratégique autour de la data, plutôt la client. Et je crois que ce verbatim, on le doit, si je ne me trompe pas, à un des dirigeants de CDC Habitat, qu'on a interviewé et qui nous disait: «Notre plus grande valeur aujourd'hui, c'est notre data et pas notre patrimoine». Alors, il le faisait un peu par provocation, mais plutôt par anticipation. Mais il évoquait l'importance, en effet, du coup, de collecter, de structurer, la donnée pour pouvoir être en mesure de l'exploiter pour améliorer déjà les performances actuelles. Et on le verra qu'autour de la donnée, il y a énormément d'opportunités à très court terme, mais également pour pouvoir améliorer, toute leur stratégie de demain, entre autres l'écosystème de services qu'ils souhaitent, mettre en place en fonction de la singularité de chaque bailleur. Et juste pour compléter sur l'aspect data, c'est vraiment indispensable. Je dis souvent qu'en fait un projet data, si on n'a pas eu la réflexion en amont plutôt, excusez-moi, de la collecte et d'avoir une donnée brute propre, c'est quasiment impossible de gérer ça. Et honnêtement, pour avoir maintenant accompagné, plusieurs, bailleurs sociaux, équipés, des logiciels, on va dire traditionnels, hein, ça peut être du Imaware d'Aeron ou toute la suite logicielle Sopra. Assez souvent, on constate qu'il y a à peu près, 40 à 50 des données qui sont soit fausses, soit erronées, soit mal formatées. Je ne compte pas le nombre de fois où je vois des emails, dans la partie téléphone ou des numéros de téléphone dans les emails ou des équipements qui n'ont aucun sens. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, pour arriver à faire en sorte de proposer, une nouvelle expérience, pour arriver à respecter aussi des enjeux qui arrivent réglementaires, que ce soit aussi des logiques de coûts de maintenance, d'évolution, il faut axer la logique sur la donnée et la collecte de la donnée. Et donc, ça passe aussi par des logiques d'outils adaptés à des gens en proximité, à des logiques aussi de collecte de données venant directement de l'utilisateur, donc du résident, et pas uniquement du gestionnaire. Et pour y arriver, donc, il faut une conduite du changement et il faut arriver à accompagner les différents protagonistes de la gestion de ce projet-là. Surtout que ces tendances, et ce changement un peu de logiciel finalement, au sens, intellectuel du terme, heu,
va de pair aussi avec des bouleversements ou en tout cas des nouveaux comportements, des nouveaux usages côté locataire, avec des comportements de plus en plus exacerbés, avec une volonté à la fois, on le disait, d'instantanéité, d'immédiateté dans la relation, mais aussi, ou en tout cas pas au détriment d'une proximité. Euh, voilà, je pense que c'est aussi un constat qui est partagé par beaucoup de bailleurs qu'on a interrogés, Guillaume, Flavien. Oui. Bah, là-dessus, sur les évolutions comportementales, mais je pense que, pour ceux qui nous écoutent, ils doivent j'imagine que vous le vivez au quotidien, mais déjà il y a cette notion de diversité de profils locataires, qui remonte. On verra aussi à travers des interviews que vous pourrez retrouver dans le livre blanc, mais sur le fait que les profils sont très diversifiés, d'un point de vue social, d'un point de vue culturel, voire générationnel, qui est, pour certains, un des plus grands défis à relever pour demain, typiquement en termes d'accompagnement de ce lien intergénérationnel. Il y a cette notion également de précarité, au niveau des comportements que l'on retrouve, et la précarité pas uniquement d'un point de vue économique, parce que bien souvent on associe la précarité avec, la précarité économique, mais on nous a beaucoup parlé aussi, de la précarité sociale et ça c'est une des grandes questions finalement pour les bailleurs, par rapport au privé, hein. C'est ce qui logiquement, apporte leur singularité sur leur marché, c'est d'être capable d'accompagner socialement leurs locataires et d'ailleurs, c'est voilà pour l'anecdote, mais plusieurs nous ont confié, hein, quand même que la précarité, même quand elle était présente d'un point de vue économique, elle n'était pas associée avec des notions d'impayés. C'est-à-dire que les impayés, on ne les retrouve pas forcément, chez les foyers les plus précaires. Et puis, le dernier élément, on parlait du digital qui donne le là. Là-dessus, il y a une certaine forme d'unanimité sur le développement fort, vraiment de nouveaux usages, avec une vraie spécificité par contre, c'est que chaque nouvel usage, chaque nouveau canal qui est mis à disposition ne vient pas remplacer un précédent. Et ça, je pense que c'est une vraie spécificité du secteur, que l'on retrouve dans très peu d'autres pans de l'économie, puisque justement, par rapport au lien que j'évoquais juste, au-dessus, hein, dans la raison d'être aujourd'hui des organismes HLM, il y a cet accompagnement social et donc de pouvoir, ne pas exclure les, locataires qui seraient en situation de fracture digitale et donc on le verra sur certains processus métiers, mais typiquement sur le paiement. Bah, aujourd'hui, on est encore sur un des seuls secteurs qui, ne peut pas remplacer, par exemple, le chèque, ne peut pas remplacer même le paiement en espèces quand à un moment donné, c'est vraiment en espèces que les paiements arrivent et malgré tout de pouvoir proposer du virement, du prélèvement, de la carte bancaire pour pouvoir être aussi en adéquation avec les usages, d'un certain nombre de locataires qui sont en attente. Et ça, c'est important d'avoir en tête que même quand on parle d'un outil, hein, comme l'a décrit aussi, Guillaume sur les canaux, mais les outils, ça marche aussi. La logique d'un outil, c'est que ça ne va pas remplacer un être humain. Et je pense que c'est aussi un des éléments qui est traduit dans cette étude, c'est qu'on constate qu'au finalement, intégrer l'expérience utilisateur, intégrer le fait qu'il y ait une diversité de profils et donc d'avoir des notions d'accessibilité numérique et cetera, doit permettre ainsi d'automatiser, par exemple, des actions d'échange et d'interaction que je vais appeler un peu bébêtes ou récurrentes, pour en fait pouvoir allouer le temps humain sur des éléments où il y a besoin d'un accompagnement. Et finalement, c'est aussi une énorme opportunité pour moi, cette évolution des usages. C'est de réfléchir pour enfin, peut-être, remettre la vraie vision et la vraie mission, notamment des bailleurs sociaux, c'est-à-dire d'accompagner des gens dans leur quotidien, en particulier à sa situation de précarité. Et pour ce faire, donc, d'avoir réfléchi les parcours utilisateurs et les manières d'échanger pour arriver à apporter la meilleure solution aux différentes personnes. C'est vrai qu'il y a des nouvelles générations qui ne vont pas du tout appeler. Cette logique d'appel ne va pas marcher. À l'inverse, il va y avoir des profils qui ont un besoin d'un accompagnement fort, qui ont besoin d'agences de proximité, qui ont besoin de ces personnes. Et finalement, c'est d'arriver à intégrer cette diversité dans cette logique de relation en considérant qu'il n'y a pas de solution unique, mais c'est en gérant cette complexité qu'on va y arriver. Je réinsiste aussi sur aussi la nécessité ainsi d'avoir un écosystème d'accompagnement, puisqu'en fait, il va y avoir plusieurs canaux, plusieurs interlocuteurs qu'il faut arriver à faire coïncider pour proposer à la fin une meilleure expérience pour l'ensemble des éléments, des personnes.
Et ensuite, on va retrouver deux éléments quand même qui sont, beaucoup revenus sur, la notion d'exigence qui est de plus en plus forte. Sur la droite, vous voyez ce que nous dit, la directrice générale adjointe de Séquence, Elisabeth Novelli, qui nous dit: «Les organismes doivent à tout prix se mettre dans une situation où le client n'a pas à relancer. Cela suppose de pouvoir lui apporter une réponse claire et rapide». Ça, c'est un point important et qui est revenu, hein, qui est assez symptomatique de cette quête d'instantanéité. Flavien parlait d'automatisation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a constaté des clients qui étaient de moins en moins compréhensifs, par rapport à des situations d'absence d'outils digitaux pour pouvoir typiquement automatiser certaines tâches. Je crois que c'est un chiffre qu'on doit à Mille et une vies Habitat. Le pourcentage, il me semble que c'est de l'ordre de 2 tiers, hein, donc 66 des, locataires qui se disent prêts à faire des actions de manière complètement autonome dans leur, espace locataire. Bon, encore faut-il qu'il y ait un espace locataire et que les process puissent être automatisés à l'intérieur de ce même espace locataire. Hem et donc, voilà, ce qui ressort, c'est vraiment cette instantanéité, donc d'avoir accès à l'information et de pouvoir faire soi-même un certain nombre, d'actions, directement, à travers des outils digitaux. Et puis le deuxième élément qui ressort sur cette notion d'exigence aujourd'hui, c'est la notion de réactivité. Et là, quand on évoquait que le digital donne le là, c'est, même si on va plus loin, hein, c'est Amazon qui donne le là en termes d'expérience client sur bon nombre d'activités, digitales. Et donc aujourd'hui, on constate encore des clients qui se plaignent et qui se retrouvent contraints à devoir relancer, pour obtenir satisfaction. C'est-à-dire qu'il y a une première prise de contact, alors potentiellement qui pourrait être automatisée parce que globalement dans l'étude, il ressort qu'à peu près 70 des contacts entrants au niveau généralement des CRC, donc des centres de relations clients, 70 sont, des cas qui peuvent être traités directement par le centre de relations clients. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, ces 70 ne pourraient pas être traités avant même d'avoir un contact qui est, émergé au niveau du centre de relations clients. Mais voilà, en Et tout cas, il y a vraiment, cette notion d'instantanéité qui est fortement attendue par les locataires. Et c'était Elisabeth Novelli aussi qui complétait en indiquant qu'ils avaient justement essayé de vraiment travailler cette logique de donner de l'information pour éviter d'avoir des surplus de demandes. Et ça, on constate que cette logique de transparence est fortement demandée, bah, dès la première entrée en relation pour savoir, par exemple, où en est mon dossier de candidature, mais également dans la vie quotidienne. Souvent, un ascenseur est en panne, une porte de parking est en panne, il n'y a pas forcément de communication en indiquant où ça en est, est-ce que c'est bien pris en compte et qu'il y a un délai de résolution et les centres d'appel se retrouvent submergés. Mais de manière générale aussi, quand j'ai un problème plomberie, électricien, d'avoir la notion de me demander si ça s'est bien passé. Et cette logique de réactivité en prenant en compte, l'avis résident, c'est un des éléments qui change énormément et qui permet aussi d'avoir un échange qui est un tout petit peu différent avec le locataire, qui devient pas seulement, on va dire: «Je me plains de quelque chose», mais là aussi, je suis dans une relation finalement beaucoup plus apaisée et une logique conjointe de, échanger pour trouver des améliorations et de considérer qu'on prend soin aussi de moi. Et ça, c'est un élément sur, clairement une évolution du niveau d'exigence demandé également dans le logement et ce soit quelle que soit la typologie de logement. Et finalement, ce qu'on est en train de se dire, ça se traduit aussi par une volonté, un besoin, et même parfois même une obligation de proposer des services, complémentaires, pour, justement, faciliter, favoriser la qualité de la vie résidentielle qui dépasse le côté habitat. Certains, des bailleurs qu'on a interrogés, rentrent dans une logique, de logement, durable, écologiquement, mais aussi, axé par exemple sur, des zones d'ensoleillement, sur des zones de télétravail par exemple. Je crois que ce que nous partage aussi, Eddy Jacquemart
qui est président du comité national de logement est intéressant sur le fait que, finalement, il faut davantage accompagner et former les locataires pour aller vers l'usage du numérique, tout en et c'est ce qu'on disait, hein, tout en ne remplaçant pas aussi l'humain et en ne remplaçant pas, finalement le contact, le contact physique. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cet aspect de service? On voit que les bailleurs sont dans cette, logique finalement d'aller vers plus de services, vers plus d'accompagnement. Ça a été très vrai aussi dans le cadre du Covid, je crois, Guillaume. Il y avait certains bailleurs qui nous disaient que pendant la phase de confinement, il y a eu aussi, besoin d'un accompagnement plus fort avec du service, par exemple, pour, distribuer des masques ou des choses comme ça. Je crois que certains bailleurs nous expliquaient ça. Donc c'est aussi une vraie tendance et une vraie exigence, de la part des locataires d'être accompagnés avec aussi plus de services et finalement de basculer aussi vers le numérique, et de permettre aussi aux locataires j'aurais presque envie de dire, de monter en compétences pour l'utilisation du numérique. Peut-être pour compléter, ce que vient de dire Romain, en fait, je pense que la crise sanitaire a fait réaliser une chose, c'est que finalement, quand je suis dans mon appartement, parce qu'on était tous confinés, c'est pas seulement mon appartement qui m'intéresse, mais l'espace de vie. Et finalement, on a commencé à tous avoir cette réflexion de finalement, quand je m'installe à un endroit, je suis intéressé par l'environnement et par les éléments. Et donc, on est passé de plus en plus vers des trames de fond qui s'accélèrent. Donc le premier, comme je l'ai dit, c'est que finalement, quand je suis dans mon appartement, en fait, bah, je partage des espaces communs et donc j'ai besoin d'avoir des services associés. Et ça se renforce également dans la promotion neuve. Si on regarde aujourd'hui tous les nouveaux, logements qui sont mis à disposition, il y a toujours une réflexion d'espace partagé qui est déjà très bien implémentée dans les pays anglo-saxons et qui arrive en France, qui peuvent être juste des éléments de local vélo, mais qui peuvent être allés sur des éléments de télétravail maintenant. Et la réflexion qu'il y a à avoir, c'est que si je mets à disposition des nouveaux services, comment je gère l'usage? Et c'est là où, en fait, on voit que c'est la limite des systèmes anciens. Je ne peux pas gérer un usage d'un espace de coworking ou de télétravail avec un gardien qui prendrait sur bout de papier les réservations de chacun des personnes. Il faut créer, en fait, des plateformes collaboratives pour gérer ces nouveaux services. Le second point, c'est que nous, en tant, qu'êtres humains, on s'aperçoit qu'on utilise de plus en plus des services dans notre quotidien. Alors certes, parfois c'est poussé à l'extrême, hein, je ne parle pas forcément de la livraison en 10 minutes, mais rien que justement sur ce process de livraison, aujourd'hui, on voit que l'accueil des colis, la réception des colis est un enjeu. Mais ça se traduit par d'autres éléments, sur des éléments de mobilité, de vélo, et cetera. Et finalement, on s'aperçoit que même dans des logements sociaux où on pensait que le premier élément, c'était la précarité, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de demandes de services associés autour et que c'est une chose qu'on attend finalement du bailleur. On attend du bailleur pas seulement de gérer mes espaces verts, mais de proposer un écosystème de services, autour de ça. Et le point qui est intéressant, c'est que cette logique de service, peut être très, très large. Et on avait échangé notamment avec, Thomas Duc d'Aiguillon Construction, qui, est une filiale du groupe Vive, donc dans la partie, on va dire, plus mutuelle. Et cette réflexion d'accompagnement très large est vraiment très présent chez les assureurs, notamment, qui peuvent être aussi d'ailleurs chez des bailleurs sociaux. Mais par exemple, de dire finalement, quand j'alloue un logement, quelle est ma mission? Est-ce que c'est uniquement de donner un toit ou finalement j'essaie de me préoccuper du bien-être de mes résidents? Et si je m'occupe du bien-être de mes résidents, est-ce que je ne peux pas lui proposer des services à la personne, par exemple, ou un accompagnement plus prononcé? Et ce qui est très intéressant, c'est que ce phénomène, on le voit chez les nouveaux acteurs privés et notamment chez des startups. Je prends l'exemple, pour vous donner une lumière, c'est par exemple sur les logements étudiants, il y a une grande évolution de fond, puisqu'en fait l'échange avec les logements étudiants, il y a des choses à revoir, que ce soit l'aspect langue, mais l'aspect, on va dire même, mise à disposition de locaux plus adaptés. Et il y a une startup qui s'appelle Roof, qui vient de proposer par exemple de l'accompagnement, de soutien psychologique avec une autre startup qui s'appelle Moka. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir aujourd'hui que des acteurs qui se positionnaient sur le logement réfléchissent à avoir une réflexion très large autour du bien-être résident. Et cette démarche, elle est double. Elle est se dire, en fait, ça me permet de m'assurer d'avoir une mission sociale et d'avoir, on va dire, une logique de m'assurer que les gens viennent dans mon logement et sont contents. Mais ça peut traduire une évolution de marque, de positionnement.
et finalement de s'apercevoir que la mise à disposition de ce type de service répond à l'ambition fondamentale, c'est-à-dire de dire en sorte que quand la personne est dans ce logement qui peut appartenir, j'en sais rien, à Mille et une Vie Habitat, qui peut appartenir à, je ne sais pas, Roof, à, peu importe le nom, ça traduit finalement les valeurs de la marque. Ça traduit une certaine qualité et une montée en service, et je crois beaucoup que cette démarche est très importante et qu'aujourd'hui, face à des enjeux environnementaux, sociétaux, va se poser un modèle où on va peut-être se demander s'il ne faut pas essayer de faire en sorte de monter en gamme les services proposés pour arriver à répondre correctement aux enjeux et puis uniquement se positionner sur de l'attribution de logements. Ce qui fait une bonne transition peut-être sur la je vois également le timing qui défile, mais sur les 3 enseignements, en tout cas les 3 défis finalement, qui ressortent de cette étude. Alors sur la droite, parce que je vais peut-être commencer par la droite, pour rebondir sur ce que vient d'évoquer Flavien et sur ce qu'on vient justement, de préciser sur la notion de service. Ce qui est sûr, c'est que et là, c'est peut-être à plus long terme, on parle, hein, d'échéances d'ici 2040, 2000 à 2050. Hem, un point important également, parce que la semaine dernière, on animait un webinaire avec Flavien sur le sujet des passoires thermiques également, dans l'univers du logement social. Et je pense que ça a corrélé aussi, parce que pour envisager ces services, il y a une question quand même financière et beaucoup nous en ont parlé en disant: «Bah, déjà, il faut que je délivre le basique et puis ensuite, il faut que je puisse, arriver à, proposer en effet des services qui seront de plus en plus singuliers pour, proposer finalement une, qualité de vie résidentielle qui soit, différenciante». Et donc ça peut être orienté autour du logement santé, ce que fait le groupe Arcade, mais également, d'autres, types de services, d'autres types de raisons d'être, que vont proposer, certains acteurs. Mais ce qui est sûr, voilà, c'est que la révolution du service, c'est un vrai sujet, qui est celui à moyen, long terme. Et puis ensuite, on va en retrouver 2. Le premier, c'est la capacité à renforcer la mission de proximité. Ça, c'est un point qui est très important. On a très peu parlé du gardien alors que c'est revenu de manière très importante. Cette notion de proximité. On parlait de proximité augmentée tout à l'heure dans une des slides, je ne sais pas si vous avez fait attention, qui est un sujet clé. C'est cette capacité à un moment donné à remettre de l'humain dans la relation avec les locataires. Et ça va supposer certainement d'automatiser ou d'externaliser, certaines tâches qui sont considérées comme à faible valeur ajoutée. Et ça, c'est revenu également, à plusieurs reprises sur cette capacité à retirer des missions plutôt administratives, sans forte valeur ajoutée aux équipes, pour pouvoir les reconsacrer sur la mission qu'est censé, mettre en œuvre et déployer le bailleur, à savoir une mission plutôt d'accompagnement, social des locataires. Et donc c'est d'ailleurs ce qui explique, hein, parce qu'il y a eu un baromètre, cette étude elle est assez concomitante avec un baromètre de l'USH autour de l'évolution de la relation client au cours des 3 prochaines années par rapport à la crise du Covid. Et on voit, hein, l'évolution, sur la mise en place de CRC par exemple, de centres de relations, clients, de centres de relations locataires qui sont en pleine explosion, mais qui correspondent vraiment à cette nécessité d'essayer d'automatiser, en tout cas d'industrialiser ces tâches-là. Et puis le dernier point sur la gauche, c'est le volet plutôt de contextualisation de la relation et de la communication. On évoquait, hein, cette notion de réactivité, d'être capable d'anticiper les besoins. Et là, il y a un gros sujet, un gros défi autour de cette capacité à renforcer, l'écoute et l'interaction pour pouvoir accompagner un certain nombre de démarches qui peuvent être aujourd'hui déjà réalisable, directement en ligne. Donc être capable de donner de l'information en amont, mais très pertinente, si, l'étage de tel bâtiment, si l'ascenseur de tel bâtiment, est en panne, bah, je vais vraiment informer uniquement ces personnes-là. Ça reboucle, hein, quand même avec la notion de la donnée qu'on évoquait tout à l'heure. Hem Et donc d'avoir, finalement une organisation aussi qui soit très orientée autour du client, du locataire et très orientée satisfaction utilisateur. Donc il y a aussi tous les sujets de formation qui sont bien souvent associés à ce défi-là. Merci Guillaume, merci Fabien pour cette description,
des grands enjeux et des grands défis, que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans notre livre blanc. On vous enverra le support et vous aurez le petit lien pour y accéder, pour retrouver, toutes les verbatims, les retours d'expérience et les différents avis d'experts qu'on a pu, récolter autour de cette étude. Pour avancer un petit peu, finalement, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est, par où commencer? Et finalement, est-ce qu'un pan de la réponse, c'est pas, déjà de tenter de mieux comprendre, les parcours par, lesquels, le résident passe, hein, et l'ensemble des évolutions de son statut? On sait qu'aujourd'hui, le logement du lo de le secteur du logement social est de plus en plus, adepte de la mixité, et donc de l'accession à la propriété avec des locataires qui passent, en statut de copropriétaire, par exemple. Donc, est-ce que une des premières étapes finalement dans le travail qui est réalisé, Guillaume, c'est pas, finalement d'être capable de cartographier ces parcours et d'identifier où peuvent être finalement les zones, d'amélioration et les irritants potentiels dans ce parcours? Ouais. Bah, je pense que tu peux passer directement sur la slide suivante, Romain, qui va illustrer finalement la question, qu'un certain nombre de bailleurs nous ont posée, quand, on a partagé ces premiers enseignements et ses convictions avec, Flavien, qui est de dire: «OK, je pense que maintenant on est tous à peu près alignés». C'est-à-dire que cette étude, normalement, elle a pas dû vous apprendre, j'allais dire grand chose, je minimise peut-être un petit peu, mais je pense qu'il y a un certain nombre de points qui sont, partagés, qui sont sus. Il y a une grande question qui nous est posée aujourd'hui qui est: comment faire pour relever ces défis-là, en fait. De manière très concrète, comment on passe de la vision qui est partagée à la mise en œuvre? Et c'est vraiment, je crois que tout est résumé, en tout cas on a essayé de résumer, de synthétiser notre approche sur cette slide, sur un premier sujet que tu évoquais Romain et qui est très important, qui est la capacité à un moment donné à cartographier le parcours résidentiel. Donc aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre d'outils et des méthodologies qui nous permettent de reconstituer un parcours résidentiel en prenant sur la gauche ce que vit le locataire, sur la gauche et en haut de la slide, c'est-à-dire ce qu'il vit en termes de canal d'entrée en relation ou d'interaction, et ensuite par rapport à son cycle de vie, ou son parcours résidentiel et la manière dont il vit l'expérience. Est-ce qu'il la vit de manière positive ou est-ce qu'il la vit avec des irritants, qu'il faut pouvoir résoudre? Une fois qu'on a réussi à cartographier ce parcours, à identifier là où ça peut pêcher ou par rapport à des évolutions que le bailleur souhaite mettre en place, à ce moment-là, on va pouvoir s'atteler à la partie plutôt back office qui est en bas, c'est-à-dire ce qu'il faut arriver à mettre en place pour pouvoir fluidifier ce qu'on évoquait, hein, c'est on boucle la boucle, mais fluidifier ou digitaliser le processus pour pouvoir l'optimiser et in fine, c'est vraiment ça l'objectif, hein, c'est d'améliorer la satisfaction des utilisateurs. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, c'est d'améliorer à un moment donné le processus. Tout ce qu'on va pouvoir automatiser, c'est pas pour l'automatiser, hein, c'est pour pouvoir libérer de, l'énergie et de la bande passante aux équipes pour pouvoir se consacrer à un meilleur accompagnement, par exemple de proximité. On parlait avec Flavien beaucoup de la notion, par exemple, de gestion de la vie, de la quittance et donc de la notion de recouvrement et l'importance à un moment donné de détecter, d'avoir du temps, une fois qu'on a détecté des logiques d'impayés pour pouvoir, se, consacrer à de l'accompagnement peut-être social puisque ça nécessite certainement un accompagnement plus spécifique qu'une simple «relance» entre guillemets. Mais tout ce qui peut être automatisé en termes de relance, permet de soulager justement les équipes pour qu'elles se concentrent vraiment sur ceux qui en auront le plus besoin dans leur parc. Et pour compléter ce que dit Guillaume, c'est un très bon exemple, le quittancement et le paiement. C'est un exemple où, on va proposer une certaine complexité, parce qu'en fait, les gens vont payer par prélèvement, par virement, par chèque. Donc il faut arriver à bien, s'interfacer et à travailler. C'est pour ça que notamment on travaille avec Tessie, sur cette thématique. Mais pourquoi on le fait? C'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des bailleurs, finalement, la réconciliation, c'est-à-dire de vérifier si la personne a payé le bon loyer, se fait souvent manuellement, surtout si c'est par virement. On va regarder la référence, on va regarder à la main. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Bah, ça veut dire qu'en fait, je détecte assez tardivement, en dehors déjà, c'est pénible de faire ça à la main, mais je détecte assez tardivement et donc tout le process qu'on peut qualifier de précontentieux est décalé dans le temps et finalement, on va passer beaucoup de temps à gérer des choses répétitives au lieu d'allouer du temps
sur de l'accompagnement, parce qu'en fait, l'impayé, c'est un premier signe éventuellement de difficulté de précarité. Et la difficulté, c'est que sur ces éléments-là, c'est surtout besoin de temps humain. Et ensuite, pour les cas, on va dire, très compliqués d'impayés, c'est de pouvoir lancer automatiquement ces éléments-là. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui envoie l'email, ça devrait se faire de manière assez automatique. Et cette traduction où on voit que c'est un enjeu pour le locataire qui a un besoin d'accompagnement, c'est un enjeu pour le gestionnaire qui en a marre de faire des choses répétitives, mais c'est un enjeu aussi technologique puisqu'en fait, il faut pouvoir se connecter pour récupérer le chèque pour que ça marche bien si c'est payé par paiement, par espèce. Et cette logique de complexité entre interlocuteurs et technologiques, on l'a aussi dans un incident, dans une réclamation. J'ai un problème avec ma fenêtre, bah, j'ai envie d'avoir une solution rapide, j'ai envie de pouvoir que quelqu'un soit assigné rapidement pour l'intervention, qu'on me donne le calendrier d'intervention, qu'on me dise ce qui s'est passé et que côté, on va dire, comptabilité, automatiquement, on puisse traiter ce bon de travaux, ce bon d'intervention. Et ce qu'on essaye en fait de traduire au travers de cette slide, c'est de bien prendre en compte que quand on dit de fluidifier un parcours concrètement, ça revient à fluidifier le parcours pour le résident, ça revient à automatiser des actions, on va dire back-office, mais côté gestionnaire, et c'est de gérer la complexité technologique. Et ça, c'est très important d'avoir cette approche-là. Et en fait, cette approche-là, elle n'est pas uniquement verbale, elle doit être dans l'ADN des interlocuteurs que vous avez. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous voulez faire la différence, il faut avoir des interlocuteurs qui se sont basés là-dessus, c'est-à-dire qui prennent en compte une logique d'écosystème quand on choisit un élément. C'est assez rare que par soi-même, on va solutionner un élément miraculeusement. Ce ne sera jamais par un seul outil, ce sera quasiment jamais par un seul interlocuteur, mais ce sera par la coordination d'un travail d'équipe. Vous avez cité, quelques exemples, autour du quitancement, ou de la gestion des incidents. Vous retrouverez dans la présentation, des exemples de ce qu'on est capable de vous proposer, par exemple, dans la récolte de pièces type, justificatif d'assurance, par exemple, ou sur la partie, gestion, documentaire, workflow métier. Donc on ne va pas forcément dérouler en détail ces exemples-là, et les cas d'usage associés. Vous les retrouvez en détail dans la présentation. Je vous propose, Flavien et Guillaume, de prendre peut-être quelques questions à l'oral, pour terminer cette session. Moi, je serais assez curieux, que peut-être certains des participants nous partagent justement cette transition de la notion de locataire vers cette notion de client. On voit qu'elle a pu faire débat aussi dans les échanges qu'on a eus. Donc voilà, moi je suis assez preneur aussi de retours peut-être, sur les 5 minutes qui restent, de certains participants. Si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas. Si tout ce qu'on vous a décrit aussi ce matin, vous ressentez cette même réalité aussi, au sein de vos organismes. Et puis, évidemment, on peut prendre aussi des questions, à l'écrit. Alors, je vois qu'il y a une personne qui lève la main. N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, bonjour. Aurélie Grisbach de Val d'Oise Habitat, directrice qualité innovation. Bonjour. Je tiens à vous remercier de cette présentation. Je trouve vraiment, alors pour avoir participé à l'étude, je trouve que le contenu que vous avez pu délivrer est vraiment conforme aux enjeux stratégiques qu'on a sur le sujet actuellement par rapport à la relation client. Et puis qu'on a du coup un bon panorama, en tout cas, une bonne analyse des interactions entre les sujets. Je peux, pour ma part, effectivement, parler du mot client, on est un office public sur le Val d'Oise. On a en effet commencé à prendre le pli de pouvoir intégrer à notre projet d'entreprise la sémantique client. Et malheureusement, ça n'a pas pu perdurer parce qu'on a des freins notables au niveau de notre conseil d'administration, tout simplement parce que la notion de client effraie beaucoup. Elle a une connotation réellement économique, se faire de l'argent sur le dos du locataire, hein, pour être clair. Et voilà, on le voit rien que sur ce simple terme soit on parle de locataire, soit d'usager, soit de client, ça change quand même pas mal la donne et ça participe vraiment à la
à la stratégie après qu'on peut ou pas déployer au sein de chaque organisme, puisque finalement, il y a quand même éminemment une décision politique derrière tout ça. Donc voilà, c'est le retour d'expérience que je peux faire sur, sur la notion de client, bien que, en définitive, on ait mis en place une organisation vraiment centralisée et tournée vers le locataire, hein, puisque c'est le terme que je vais employer, de façon à essayer, comme tout le monde, de pouvoir s'adapter et offrir les services qui peuvent répondre aux besoins d'aujourd'hui. Merci beaucoup et merci, en effet, encore une fois pour votre participation. C'était un moment d'échange, très intéressant. Merci à vous. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres retours d'expérience sur cette notion de locataire-client qu'on peut peut-être se partager sur les 4 minutes qui restent? On voit bien que c'est une notion qui fait débat, hein. Il y a une volonté, et ce que vous dites est tout à fait vrai, de vraiment basculer dans cette logique de client et en même temps, voilà, on n'est pas complètement non plus dans cette notion un peu consumériste qu'amène qu'amène cette notion de client. Et donc on a, voilà, on a encore effectivement des organismes qui restent très concentrés sur cette notion de locataire. Bon, vous verrez qu'il y a pas mal de retours d'expérience, de bailleurs voilà, dans le livre blanc, hein, qui nous partagent, hein, cette vision-là. Mais on sent quand même que c'est en train de bouger, que c'est en train d'évoluer et ce que vous nous partagez aussi ce matin et je vous en remercie est tout à fait, représentatif de ce que vous pourrez retrouver aussi dans ce livre blanc. Je regarde s'il y a Et quelques petites questions. ouais, Oui, Fabien? et ce que disait Aurélie, c'est traduit une réalité, c'est que un des grands enjeux, c'est la conduite du changement au sens très large, que ce soit organisationnel et autres. Et en fait, cette logique de terme, on l'a connue en France dans plein de secteurs, hein. Air France a été un sujet, il y a cette discussion pour aussi auprès de la CPAM. C'est toujours compliqué pour une sphère qui était très publique de dire comment je dois qualifier et traiter les personnes avec qui j'échange, est-ce que c'est des usagers ou autres. Mais je crois fondamentalement que l'évolution nécessaire est celle vers une logique client, puisqu'en fait, c'est la meilleure manière pour moi de s'assurer qu'on ait un vrai service. Et surtout, je trouve qu'il y a une trame de fond qu'on traduit, c'est que beaucoup de bailleurs sociaux commencent à créer des filiales de logements intermédiaires, pour lesquels on se rapproche de plus en plus, on va dire, de logique de parc privé. Et là, il y a plus de raison d'avoir un traitement différencié, pour être honnête. Et je pense que la meilleure manière, c'est peut-être de, peu importe le terme, mais c'est d'avoir une logique de bien-être, par contre. C'est ça l'objectif différent. Et pour moi, c'est comme, il peut y avoir des services très low cost, il y a des services qui s'intéressent moins aux utilisateurs. Moi, je pense que l'avenir et la meilleure manière pour un bailleur social d'affirmer son indépendance, d'affirmer sa qualité, c'est d'arriver à mettre en place des services additionnels pour démontrer sa connaissance du locataire, sa connaissance de la zone géographique. Et je pense que ça, c'est très important et qui, en plus, renforce, je pense, la nécessité, peut-être la volonté d'avoir aussi une continuité, d'avoir cette logique de bailleur social qui ont une expérience en décentralisation et en zone locale, que je crois beaucoup. Eh bien, s'il n'y a pas de questions ou d'observations complémentaires, on n'a plus qu'à vous remercier de votre participation. Merci Flavien, merci Guillaume pour ce décryptage. Et puis donc je vous enverrai dans le chat du Teams le lien pour accéder à ce livre blanc. Et puis évidemment, on reste à votre disposition si vous souhaitez échanger plus spécifiquement sur vos enjeux et sur vos projets. Merci encore de votre participation. Je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. À bientôt.